Lorsqu'il y a quelques mois, c'est toujours comme ça que ça se passe. On commence par vous inviter et puis on vous demande un titre. Et c'est vrai que j'ai proposé ce titre, Urgent besoin de design. C'était cet hiver. On avait un ministre qui s'exprimait par rapport à cette urgence du design. Mais d'après moi, deux urgences sont peut-être même deux urgences contradictoires sont présentes. Il y a celle en lien à ce que l'on intitule en France le redressement industriel, dans d'autres pays l'excellence industrielle, mais qui dépasse largement cette problématique pour toucher à l'ensemble de la construction économique d'un pays, les services, le tourisme, l'urbanisme et finalement l'ensemble de la représentation du pays, ce qu'on nomme aujourd'hui le brand territorial ou le marketing territorial. Après l'avoir longtemps observé avec un certain scepticisme, le considérant comme une sorte de luxe pas vraiment rentable, le milieu économique et celui de la politique, qui généralement le suit, ont aujourd'hui complètement intégré le design comme un potentiel de développement, voire même une nécessité existentielle. Ceci au point de pouvoir évoquer une sorte d'esthétisation générale de la société. Rappelons-nous comment la société Apple se voyait traitée par la presse économique il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, l'approche de Steve Jobs fascine les entrepreneurs. Et comme les milieux économiques et politiques semblent peut-être plus que d'autres fonctionner sur la base de reproduction de modèles, le phénomène Apple a, semble-t-il, convaincu les plus récalcitrants de nos industriels, financiers, conseillers, politiques et autres. Tous en appellent au design. Le philosophe Bernard Stiegler évoque depuis un temps le nécessaire réenchantement de la société de consommation par le design. Il me semble que sa parole a comme eu trop d'écho. Et la situation me semble finalement assez dangereuse pour le design. Car même si celui-ci est certes un facteur de crédibilisation, d'appropriation, d'innovation et de transmission d'un bien-être, il serait fatal de le réduire à ses seules fonctions. Même si, comme disait Raymond Lévy, le design se vend bien, celui-ci n'a pas pour fonction première de relancer la consommation et de séduire pour mieux vendre. Et s'il se place trop fortement dans cette logique, il entrera dans la même énergie creuse que le marketing. Il commencera, comme lui, à prendre l'être humain pour un simple consommateur et il ne pourra à moyen terme ne créer que les prochaines frustrations. De nombreux signes expriment aujourd'hui ce danger et l'on voit bien qu'une part importante de la population se détourne dès à présent de cet artifice pour vivre autrement, plus simplement, en rapport avec le site, avec le situs. Le design, par son approche décontextuelle, risque de devenir un symbole de la société de consommation aux côtés de la publicité et du marketing. Un globish visuel marchand. Il est de notre responsabilité, nous designers, de continuer à résister à la facilité, de continuer à défendre les intérêts de l'être humain, du citoyen responsable, de la société, de la planète, de la culture, de favoriser la différence, l'intelligence, la poésie, le contexte, la dimension sociale, la durabilité, le respect de la planète, mais effectif, et puis ce que j'appelle l'inutile utile. Si nous parvenons à conserver l'attitude qui spécifie notre forme de création, et vu l'urgence, nous pouvons en avoir le pouvoir, nous contribuerons non pas uniquement au redressement du même, mais à un monde peut-être un peu meilleur. Je ne vais pas vous gaver d'un texte très long ce soir. Je passerai à des images très vite, mais il me semblait important, puisqu'on me donnait la parole, d'exprimer cette petite introduction. Cette importante responsabilité face à la logique marchande ne passera que par son dépassement, c'est-à-dire par la confrontation à la deuxième urgence, celle qui, justement, traite aux délaissés de ce monde marchand, à ce qui n'est pas rentable, mais qui constitue tout autant notre vie, notre société que le reste. Et plutôt que de m'étendre trop longtemps sur ce point, je propose de prendre immédiatement un exemple qui illustrera à la fois cette autre urgence besoin de design
Et le sujet que j'avais convenu de développer ici, c'est-à-dire c'est pas mon travail personnel. Tous les projets que je vais montrer aujourd'hui sont des travaux d'équipe, des travaux d'enseignement et des travaux de recherche. Donc des travaux peut-être un peu moins médiatisés, moins connus. Ce premier exemple a trait à un hôpital psychiatrique pour enfants qui se trouve à Bâle, un projet de Civic City et de la Aide de Genève. Alors, imaginez la libération de l'hôpital psychiatrique dans les années 70. Plutôt que d'enfermer les enfants et adolescents dans les hôpitaux, on décide de louer différentes villas dans différents quartiers du centre de Bâle pour soigner ces jeunes patients sans qu'ils n'aient l'impression d'être en hôpital psychiatrique. Pour des raisons économiques, ces mesures sont aujourd'hui remises en question. La direction de l'hôpital, le personnel préoccupé par un concours d'architecture en cours, nous consulte pour ouvrir un débat. Un débat parce que disons, la ville décide de construire un bâtiment pour ces jeunes, ces adolescents, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Et on verra où celui-ci se trouve, comme c'est souvent le cas dans d'autres villes. Donc, ce qui nous a véritablement été demandé, c'est d'essayer de réfléchir sur la question de l'isolation, de la question de la stigmatisation. On a essayé de résumer finalement la situation, différentes villas au centre de la ville, donc qui permettent facilement aux parents, aux jeunes de se rendre dans ces lieux, de s'y réfugier, puisque souvent l'expression de ces maladies, c'est de ne plus arriver à fonctionner dans notre société, donc d'avoir besoin d'aide et d'avoir besoin d'une certaine manière de protection. Aujourd'hui, une sorte de fatalité, de désir, peut-être de transporter ces villas dans un autre lieu, puisqu'on leur demande de se reconsidérer et de venir accepter une chose que d'autres pourraient considérer comme fantastique, la construction d'un nouveau bâtiment. Donc c'est bien le personnel de l'hôpital qui nous a consultés. On était puisqu'à Bâle va se développer en 2020 l'IBA, on était sur une problématique de l'aéroport, des trois pays, etc. Et ayant lu ça dans un journal, ils nous ont appelés en disant « Je crois qu'il y a plus important, venez chez nous et venez faire ce travail-là, essayez d'analyser ce qui se passe ici ». Et on a commencé à faire, donc un groupe d'une dizaine d'étudiants, à faire des études, des réflexions, des interviews, des restitutions de la situation, et essayer de montrer qu'il y avait, par exemple, pas une fatalité non plus de l'architecture minimale. Donc on n'est pas obligé de penser qu'un bâtiment, c'est obligatoirement une façade plate. On peut aussi considérer que c'est la superposition de ces lieux de repli. Mais on a surtout commencé à rentrer dans la question de où se situe cet hôpital, c'est quoi son histoire, etc., etc. Je passe assez vite dans ces analyses. Donc on voit bien qu'on se situe entre les trois pays, France, Suisse et Allemagne. Et quand on voit les cartes de ces trois pays, elles se représentent toujours, c'est-à-dire qu'elles ne représentent jamais ce qu'il y a derrière la frontière. Donc on est bien au bout d'un pays, et l'hôpital psychiatrique qui est là a été placé le plus loin possible, d'une certaine manière, du centre-ville qui se situe là. Les petits points étant l'emplacement actuel de ces villas. Et la question qui, d'une certaine manière, se pose, et qui est une question qui traite de l'architecture peut-être d'une manière un tout petit peu différente que celle qui
peut être formulé dans un cahier des charges ou une chose comme ça, c'est comment déménager une atmosphère, comment arriver à faire que ces lieux où ces jeunes se sentent bien, se sentent réfugiés d'une certaine manière, peuvent se réfugier, sont encore possibles dans un immeuble. Et du coup, on a fait par reportage photographique, on a essayé de faire émerger finalement les endroits qui sont les endroits favoris de ces enfants. C'est des replis, c'est des greniers, c'est des caves, c'est des choses comme ça. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ce genre de choses n'est jamais transmis dans un cahier des charges d'architecte. Concevez un grenier pour la nouvelle, concevez des lieux de repli, concevez des... Et comment arriver à le formuler? Comment arriver à dire une atmosphère et à dire l'attente par rapport à une atmosphère en matière d'architecture? Ça, c'est l'hôpital psychiatrique, c'est l'état du lieu, donc ça montre ce transfert, surtout brutal la nuit, puisque ce lieu est peu éclairé, donc finalement, on se retrouve véritablement dans une sorte d'isolement. L'histoire de cet hôpital classique, on se croirait dans des photos qu'on connaît bien de Bataille ou d'autres, de Lacan ou d'autres psychiatres, Lacan n'était pas psychiatre d'ailleurs, du siècle passé ou du début du siècle passé. Mais on voit bien aussi qu'on était bien entendu, on a construit tout ça loin de tout et dans cette idée d'isoler complètement ce lieu. Aujourd'hui, la situation a évolué puisqu'on se retrouve juste à côté de l'aéroport, ce qui arrange pas vraiment les choses, mais dans une sorte d'entre-deux entre Saint-Louis et Bâle, avec bien entendu l'urbanité qui s'est complètement greffée autour de cet hôpital. Et finalement, ce qui était un coin vert engrillagé est devenu une sorte de parc de ville. Mais malgré tout, dans une proximité grande de l'aéroport et à la frontière. Et la question de la frontière reste une sorte de lieu à dompter, c'est-à-dire comment arriver à faire que ce qui est la limite extérieure peut devenir un centre. C'est un peu le travail sur lequel on a essayé de se confronter. Comment arriver à faire que cet élément qui était très défini puisse se délayer d'une certaine manière dans son environnement et comment passer outre ces clichés que l'on connaît bien. Sachant que la douane n'est aujourd'hui plus qu'une pierre, donc que ces choses marquées sur les cartes sont en réalité plus aussi physiquement présentes, et que les frontières, bien entendu, ne sont pas que cartographiques, elles sont mentales, elles sont à tous les niveaux. Ensuite, c'est à commencer à se développer dans la recherche des étudiants, et on voit bien, et c'est une des particularités de ce post-diplôme qui s'appelle Civic City, c'est qu'il est basé sur une totale interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a des graphistes, il y a des architectes, il y a des urbanistes, des paysagistes qui se retrouvent autour d'une problématique sans véritablement de frontières, mais tout en conservant ses compétences. Et là, c'est un graphiste italien qui a fait un très très beau travail d'échange entre un grand lycée qui est juste à la frontière à Saint-Louis et puis cet hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que pourrait être le deal? Qu'est-ce que pourrait donner l'autre à l'un? Qu'est-ce que pourrait être cet échange pour que tout d'un coup, ce lieu stigmatisé devienne un lieu finalement de croisement? Il a fait tout un tas de propositions. Je crois que rien que le geste permet déjà de les imaginer. Une autre personne qui a travaillé sur les déplacements à l'intérieur de ce périmètre, en essayant d'essayer d'exprimer aussi leur poésie et en montrant aussi la limite de la poésie par le système, par exemple, de nomination, qui est totalement terrible.
et montrer que finalement, on pourrait tout aussi bien repérer la chose par d'autres critères que celui présent. L'hôpital psychiatrique pour enfants devait venir se positionner à cet endroit-là. Et il s'agissait bien entendu aussi de parler de liens. Est-ce que c'est un bâtiment ou finalement plusieurs bâtiments? Est-ce qu'on sait faire un concours d'architecture qui lance différents bâtiments? Et est-ce que ces bâtiments doivent véritablement tous être groupés? Ou est-ce qu'ils peuvent d'une certaine manière redynamiser peut-être le territoire dans son... Un autre étudiant qui a travaillé sur le tram, en considérant qu'il serait assez facile finalement de faire une station de tram directement à la porte de cet hôpital, en essayant de couper la logique historique, c'est-à-dire cette logique d'approfondissement, le pavillon principal, l'administration, et en travaillant sur la diagonale, en essayant de recréer des cheminements transversaux qui finalement pouvaient créer un tout autre territoire que celui qui est présent actuellement, uniquement par le cheminement et par le travail paysager. Et puis par cette entrée sur pavillon. Et sa proposition que j'adore consistait à dire... il l'a fait en Lego, mais ça suffit. Proposons une piscine couverte au quartier et puis plaçons notre hôpital pour jeunes sur le toit de cet élément. Donc ça pose toute la question des programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société hyper administrée, hyper divisée, est-ce qu'on est capable de rassembler des programmes? Est-ce qu'on est capable de finalement créer des synergies? Et est-ce que le rôle finalement du designer peut pas se situer également dans ce type d'invention qui précède bien entendu l'architecture? On n'a pas du tout eu pour ambition de faire l'architecture, mais plutôt d'influer sur les architectes et de finalement provoquer un débat autour de la chose. Alors le débat a tellement bien fonctionné que aujourd'hui ce bâtiment ne se fera pas, ou plutôt ne se fera pas sur ce site-là. Donc on a réussi. Il se fera dans une autre partie de la ville. Et moi, je trouve que c'est véritablement un des rôles que peuvent avoir aussi les designers, de venir faire des contre-projets, de venir ouvrir des débats, de venir placer dans cette société très malade que nous avons une certaine utopie, ce que j'appelle l'utopie de proximité, c'est-à-dire une possibilité de montrer des possibles qui peut-être sont meilleurs que ceux qui sont la logique même de l'administration. Un autre projet qui n'est pas terminé, mais dont j'aimerais bien présenter un peu le processus. C'est un processus qui s'est fait en 1 an et demi, en 3 workshops. Un maire assez incroyable, maire de Négrépolis. Donc, il n'a plus rien à perdre. C'est un vrai républicain, quoi. Je crois qu'il est philosophe. C'est un prof de philo qui a décidé d'être maire avant de prendre sa retraite et qui n'a pas l'ambition de faire autre chose que de considérer que sa ville peut être une sorte de petit prototypage d'une lieu d'expérimentation de ce qu'est peut-être le civisme aujourd'hui. Donc il nous a dit, écoutez, refaites les cris de ma ville. Voilà. Donc, il savait pas trop, il aime pas trop tout ce qui est écrit. Ça le dérange, mais il savait pas trop non plus comment le formuler. Donc on a commencé d'une certaine manière
à réécrire à se poser la question qu'est-ce que voudrait dire réécrire cet écrit. On a travaillé bien entendu sur une analyse complète de tout ce qui est écrit. Alors c'est une ville de 8000 habitants, c'est assez pratique parce qu'on peut faire une étude complète. On a vraiment recueilli tous les éléments écrits de la ville, on les a classifiés, on a essayé de comprendre quelles sont leurs obligations, la loi qui définit la chose, quelle est la grammaire qui est utilisée, quelles sont les typologies de support, quand est-ce que c'est daté. Bon, on a classifié tout ça. Ça fait l'objet d'un premier workshop. Je vais pas l'exposer plus que ça. Le second workshop a consisté ensuite à se dire quels sont les éléments qui finalement font véritablement intérêt au-delà de la signalétique sécuritaire et autres signalétiques en présence. Donc c'est d'une part on s'adresse à la personne qui ne connaît pas la ville et d'autre part on s'adresse aux usagers de la ville. Et ces deux choses doivent arriver à se rencontrer d'une certaine manière. Puis on s'est posé la question, bon déjà il y a bien entendu ce nom qui est assez lourd à porter, mais qui existe et qu'il ne s'agit pas de remettre en question, d'autant plus que son origine, finalement, n'est autre que la police noire en occitan. Donc c'est tout à fait... ça a absolument rien de raciste, puisque en occitan, noir, c'est nègre. Hein, c'est comme dans d'autres... Donc on a essayé comment d'une certaine manière, expliquer cet élément-là. C'est assez simple, on traduit le mot en différentes langues et on explique d'où ça vient et tout ça au moment de l'identification. C'était une première petite action. Une autre qui me paraît plus importante finalement, c'était cette étude de cas et on est dans un cas totalement classique, une piscine municipale dont on voit pas vraiment que c'est une piscine à première vue. Si on s'approche, on a une enseigne un peu abîmée, plus un panneau un peu plus près qui dit site sous surveillance vidéo. C'est assez classique. C'est assez terrible d'une certaine manière, mais c'est assez classique dans notre société. Et puis après, on a ce type de panneaux qu'on connaît très bien dans ce type d'établissement, qui sont une suite d'interdits, d'avertissements, de choses plus ou moins justifiées, qui sont finalement uniquement là pour pouvoir se protéger en cas de pépin, quoi, juridiquement. Sur ça, on a commencé à se dire qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire piscine municipale. C'est un non-sens dans une ville quand même de 8000 habitants. Est-ce qu'on travaille sur une sorte d'appropriation? Est-ce qu'on est plus explicatif? Est-ce qu'on introduit des dimensions plus humoristiques? Est-ce qu'on introduit des dimensions plus locales, eau douce, eau potable, etc., etc. Et puis finalement, on est arrivé à se dire non, c'est la piscine. Et puisqu'elle est publique, c'est la piscine. C'est vrai qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est pas la piscine privée, c'est la piscine. Comme en face, on a la médiathèque et on a peut-être autre chose, l'hôtel de ville. Donc ça, c'était un travail assez poussé, également de textes, donc comment remplacer ces textes par des dimensions peut-être un peu plus poétiques et qui disent la même chose mais d'une manière polie. Et dans le troisième workshop, on est arrivé sur une idée qui m'est maintenant très chère, c'est de se dire comment arriver... C'est quoi la problématique? On est face à quelle problématique dans ce cas-là? On a de la publicité, on a des enseignes, on a des choses qui sont
qui représente l'État, qui représente la République d'une certaine manière, qui représente le local. On a des expressions individuelles. Tout ça s'agence et constitue une sorte de médiocrité, une sorte d'élément. Et est-ce que la solution Sao Paulo, qui consiste à dire j'interdis les enseignes est la bonne? Est-ce que la solution de la normalisation est également la bonne, de se dire on va faire un concept et tout va se ressembler, on va faire que ce soit uniquement une typographie qui soit utilisée? Est-ce que ça rend un village plus vivant? Et finalement, je trouve que la notion de jardinage est peut-être pas si inintéressante. Ça, c'est de se dire on a à qualifier, on a à travailler sur la qualité de cet écrit. Et cette qualification ne passera que par la recontextualisation, c'est-à-dire le travail presque d'artisanat in situ, de remettre l'écrit comme une sorte de joie, d'expression, etc., etc. Donc à partir de ça, on a développé cette idée du jardinier de l'écrit, qui est une sorte de calligraphe qui viendrait régulièrement dans la ville et qui viendrait faire des inscriptions aux côtés, bien entendu, de la population qui pourrait écrire aussi. C'est donc un peu... Et moi, je suis assez fasciné par... même si aujourd'hui, il y en a, mais par ces jardins urbains, par toute cette chose qui est en train de se construire autour d'une solidarité hyper locale. Est-ce qu'elle peut aussi s'exprimer à travers l'écrit? Donc, l'ardoise, c'est pas mal pour permettre la qualité, quoi, permettre de travailler en permanence. Et ensuite, on peut considérer qu'il y a des choses qui relèvent plus d'enseigne et puis d'autres qui relèvent plus d'expression libre et d'information, etc., etc. Voire d'enseigne plus... Et cette proposition a beaucoup plu au maire. Et on en est aujourd'hui au premier prototype. Donc on est en train de motiver d'une certaine manière les habitants, d'essayer de leur montrer ce que pourrait être cette chose-là si par exemple, on enlève toute la signalétique de la ville et on vient plus que l'inscrire à même les murs. C'est-à-dire qu'on n'avance plus que sur des bases de lieux d'inscription. À ce niveau-là, ce serait l'inscription pour public, c'est-à-dire pour chacun. À ce niveau-là, c'est plutôt l'inscription des commerçants, etc., etc. À l'entrée de la ville, on est en train de mettre en place une sorte de pavillon. Je suis pas encore très satisfait, hein, c'est du bricolage pour l'instant, mais qui fait que on annonce l'activité, on travaille sur qu'est-ce qui va se passer, et finalement on arrive à interdire les affiches. Donc ça va être, on n'y est pas encore, mais l'idée c'est de se dire c'est un lieu où affichage est interdit. Par contre, tout le monde peut venir inscrire ce qu'il a envie dans le... Alors à partir de là, se pose bien entendu la question de la participation, la question de comment transformer tout ça, pas en un truc de spécialiste, mais en une chose partagée. On a commencé à faire des workshops avec des calligraphes, avec les enfants et avec les adolescents, et ça a excessivement bien marché. Donc c'est pour une fête qui va avoir lieu samedi, là. Mais on voit bien qu'il y a une sorte d'activité qui s'est mise en place et qui relève à la fois du plus jeune âge et puis de personnes un peu plus âgées qui aujourd'hui essayent de participer à cet acte. Donc tout ça va certainement encore prendre du temps. Il va y avoir certainement des personnes qui vont pas être d'accord, mais je dois dire
que j'ai vraiment la vision de cette ville qui ne fonctionnerait qu'à la craie, voire à la peinture, parce qu'il y a des choses qui doivent tenir un peu plus longtemps, mais toujours sur ce principe du fond noir et sur lequel on vient inscrire à la main quelque chose. Et je pense qu'un acte comme ça peut vraiment constituer une sorte de communauté particulière et bien entendu une image particulière de ce lieu, mais aussi des modes d'expression. On a beaucoup travaillé sur le verbe, donc on a à la fois calligraphes et des poètes, des personnes qui travaillent le verbe et arriver à convaincre d'une certaine manière de se dire que cette écriture publique est véritablement accessible. Donc c'est un deuxième projet qui relève d'une urgence. Est-ce que c'est urgent? Moi je pense qu'aujourd'hui il est urgent de sortir du purement fonctionnel pour retrouver une sorte de qualité de vie collective, et il y a urgence par rapport à ça. Comment partager des plaisirs autres que de l'ordre de la consommation, y compris, je pense, consommation culturelle. Je pense qu'on n'est pas loin d'être dans le même paquet. Et je pense que là, le jardin est un truc assez bizarre, parce que c'est vraiment recommencer à construire ensemble quelque chose. Alors, je passe à un troisième étude de cas qui est un projet que nous menons depuis également 1 an et demi à Marseille, dans le cadre de Marseille-Provence 2013. C'est un programme, nous on l'a intitulé la page 153 parce qu'on était à la page 153 du programme de MP13. Ça montre un peu qu'avant il y a quand même des choses plus importantes. Mais à cette page 153, tout d'un coup on s'est aperçu que Marseille était aussi constitué de quartiers, disons, qui reste dans des relations au centre-ville, dans des relations assez difficiles. On est quand même dans un lieu qui où la politique n'a pas eu que des succès, où quand même est parvenu à constituer des désastres assez incroyables. Et donc, on nous a chargé de nous occuper du quartier des Égalades, qui est un très beau quartier, qui passe parfois un peu dans les journaux parce que y a des petits incidents, mais qui est un quartier finalement beaucoup plus accueillant et ouvert et joyeux que ce qu'on lit dans les journaux quand un tel événement se passe. Ce qui nous intéressait, c'était effectivement d'utiliser cette situation du MP13, de cette capitale européenne, pour rechercher, pour essayer de voir, d'analyser la valeur politique du prototypage. En matière de participation, en matière de consultation. Vous savez, la Suisse est relativement bien placée dans ce genre de choses. C'est un des pays les plus... Jean Tigler le dit bien en matière de démocratie. C'est une des démocraties les plus raffinées pour ne pas être démocratique. Donc, on sait très bien qu'on consulte les citoyens, soit à un moment où ils ne sont pas capables de dire qu'est-ce que vous voulez faire à cet endroit-là. Donc, c'est pas si simple que ça. Quels moyens on a, etc. Bon, c'est un élément assez complexe. Et puis, ensuite, on les consulte pour dire oui, non. Est-ce que vous acceptez tel projet? Mais on leur demande pas, d'une certaine manière, de se mettre en œuvre pour faire des contre-projets. Ils n'ont pas cette capacité. Ils peuvent descendre le projet, mais ils peuvent pas vraiment proposer des alternatives. Et il nous semblait assez intéressant de se dire que le prototype de design pouvait être un objet dont le dessin n'est pas de
n'est pas d'être réalisé, mais finalement d'être une base de débat, une base de confrontation, une base de, 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 de lien entre politique, politique locale, habitants et développeurs et toutes les organes qui peuvent être présents dans un processus tel que celui-là. Donc on s'est placé dans ce quartier des Égalades avec nos étudiants. Bon, quand je dis étudiants, hein, c'est des post-diplômes, donc c'est des personnes, c'est des graphistes, c'est des architectes, c'est des designers qui ont envie de retourner à un moment ou à un autre à l'école pour se confronter à des choses un peu plus intéressantes que ce qui se passe dans nos studios quotidiennement. Donc on est allé habiter aux Égalades, on a développé des projets, on a développé des idées, on a discuté avec les habitants, et puis finalement petit à petit on est arrivé à comprendre ce territoire qui est un territoire comme une grande partie de Marseille, au moins des quartiers périphériques de Marseille, construit. Qu'est-ce qui définit une cité? Finalement, c'est un cul-de-sac. Une cité, c'est un cul-de-sac. C'est un plan d'urbanisme qui, d'une certaine manière, fait qu'on vienne placer dans un lieu une population en essayant de contrôler la sortie. Et généralement, il n'y en a qu'une. Et à Marseille, tout particulièrement, on peut se dire que la construction urbaine de cette ville est basée sur des sacs comme ça, dans lesquels vivent à chaque fois 8 000, 10 000, 15 000 personnes qui ont souvent des contextes sociaux relativement similaires, des histoires aussi relativement similaires qui sont en relation avec les bâtiments et bien entendu des niveaux de vie et des choses comme ça. Ici, on se situe, vous verrez les photos, mais dans un quartier où cette idée de cité est encore renforcée par la géologie. On a une cité qui se situe là, et là, vous avez une falaise et on descend relativement bas, puis vous avez une autoroute dont le seul passage se situe là, et puis ensuite une autre cité qui se situe à la même hauteur, donc qui est une sorte de vis-à-vis à 300 mètres. À pied, il faut 3/4 d'heure pour rejoindre cette cité-là. Donc on est dans cette proximité, écartement, et c'est vrai que, alors il y a par exemple ici, il y a une cité où il y a beaucoup de personnes de la communauté rome qui sont donc encore un peu défavorisées parmi les défavorisés. Et on a fait une action en essayant de venir accueillir des personnes dans une station de train qui se situe là. Et le groupe de musique n'avait jamais traversé l'autoroute, n'était jamais allé dans ce quartier qui pourtant est le voisinage, quoi, est juste à côté. Donc ça montre bien cette constellation-là, cette réalité. Donc c'était assez clair pour nous que le travail qu'on avait à faire, c'était un travail de relier tout ça, de recréer des liens qui existaient dans l'histoire. Et à partir de là, on a commencé à se dire comment expliquer tout ça, comment essayer de faire partager tout ça. On a décidé de faire un belvédère. Et donc le belvédère, c'est quelques marches pour passer au-dessus d'un mur et pour voir d'une certaine manière une des vues historiques de Marseille, puisque le frère du roi de France venait très souvent sur ce lieu qui s'appelle La Viste, qui est donc une superbe vue et qui plonge directement vers le centre-ville. On a essayé, donc voilà ce voisinage de 300 mètres, hein, ce vis-à-vis. Là, on se situe dans l'autre cité et on a ce vis-à-vis.
Et on a cette vue sur le centre de Marseille, voire sur le Vieux-Port et voilà à peu près le contexte. Sur ce belvédère, on est venu implanter un plan du quartier, donc qui d'une part mettait le quartier au centre, ce qui est jamais un mode de représentation absolument pas connu. Il faut vous imaginer qu'au fond de cette vallée, il y a une rivière et que cette rivière, jusqu'à il y a 5 ans, n'avait pas de nom. Donc on est vraiment dans ces lieux de délaissés. Hein, c'est toutes les déchetteries aujourd'hui bien connues de Marseille se trouvent là. Bref, c'est chargé, quoi. C'est un lieu. Et on a, avec les habitants, commencé à dessiner des petites modifications. Donc c'est à la fois la réalité et c'est des petites transformations comme une connexion là, une balançoire à un endroit. Donc on a commencé à dessiner avec les habitants d'une certaine manière une petite utopie, une petite histoire qui correspond à ce que pourrait être cette chose. Donc il nous importait bien entendu que tout ça se fasse à taille réelle. Hein, c'est sérieux, c'est du design, ça doit être esthétiquement parfait. Et donc sur ce belvédère, on a ce plan qui d'une certaine manière montre le quartier. L'objectif, bien entendu, n'était pas de se limiter à ce belvédère, c'était effectivement de créer un chemin qui relie cette cité à la cité d'en face. Mais le belvédère a permis d'ouvrir le débat, de discuter, de créer une sorte d'adhésion, de discuter sur les lieux de passage, sur l'utilité de cette chose-là, etc., etc. Et petit à petit aussi sur des sortes d'appropriation de cet acte par les habitants du quartier. Le belvédère a été posé pour 48 heures, puis redémonté. Donc grosse frustration, parce qu'on n'était pas encore en 2013, on était en 2012, donc objectif de le remonter en 2013, puis j'ai décidé de conserver la frustration, donc j'ai dit non, il n'y a aucune raison qu'on le remonte. Et aujourd'hui, on profite un peu du débat politique et des primaires politiques, mais on est quasiment sûr que ce belvédère va être construit en définitif et que le chemin qui descend a des grandes chances également d'être construit. Donc ce chemin, ça a fait l'objet du 3e workshop. Comment franchir cet obstacle, en sachant que là-dessous, vous voyez, il y a un cimetière. Autoroute, cimetière. Donc c'est les gens du quartier c'est assez intéressant parce que première génération a peu utilisé le cimetière puisqu'on retournait plutôt au bled ou on retournait dans son village se faire enterrer et de plus en plus finalement c'est devenu un lieu et c'est un cimetière absolument magnifique sans ambition mais c'est le cimetière du monde, quoi. Marseille a construit un musée artificiel des cultures méditerranéennes, mais le cimetière, il dit 10 fois plus la réalité de cette Méditerranée que ce très beau musée par ailleurs. Donc on a tous les signes, on a toutes les religions, on a toutes les typologies de communautés. On a une sorte d'histoire terrible du quartier parce que, bien entendu, on a un taux de mortalité d'adolescents qui est absolument considérable. Ça se lit dans un cimetière. Et du coup, on a décidé de l'appeler le cimetière des cultures du monde. Donc de lui donner un statut, de lui donner, de le placer à son juste niveau. La ville a besoin d'agrandir le cimetière, donc on leur dit super.
on va vous construire le mur du cimetière, ou plutôt vous allez nous aider à financer la construction de ce mur, et nous on va construire à l'extérieur le chemin qui finalement relie la cité au bas de la vallée et très rapidement à son vis-à-vis. Voilà, donc on a commencé à travailler sur ça, définir espace public, espace du cimetière, définir une sorte de possible esthétique en se disant à l'intérieur on est relativement sobre, on écrit plutôt l'histoire des personnes qui sont en ce lieu, et à l'extérieur on travaille plutôt sur la vie et donc sur l'histoire de ce quartier, quoi, les petites histoires de ce quartier. Donc c'est un travail probablement très typographique. L'idée, c'est de se dire, finalement, ce qu'on conçoit, là, c'est une sorte de cathédrale, quoi. C'est se dire que ça devient le cimetière des cultures du monde, ça devient énorme, et faisons-le énorme, et considérant que c'est un grand chantier, et un grand chantier nécessite... comme quand on construisait les cathédrales, on formait des artisans, et peut-être petit à petit on avait des artisans qui concevaient, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de créer in situ avec les jeunes du quartier une sorte d'école d'artisanat et de design public, un mixte entre les deux, dans l'objectif de construire ce cimetière. Voilà. Et ça, c'est notre projet MP13. Alors, il y a un immeuble qui veut que les politiques souhaitent arracher, donc on dit non, c'est le lieu d'où va émerger toute cette école. Et aujourd'hui, on est sur ce principe de l'œuvre d'une certaine manière, donc concevoir ce mur du cimetière, concevoir ce sentier, qualifier d'une certaine manière ce cimetière, et créer... Parce que aussi ce cimetière, c'est le lieu de rencontre entre les différentes personnes de ce quartier aussi, hein. C'est le centre. Donc voilà, on travaille sur un mur qui serait aussi atelier, on travaille sur des différentes... comment aujourd'hui concevoir un mur que les jeunes du quartier pourraient construire eux-mêmes. Donc on est en train de contacter... donc on est entre Lafarge et la haute technologie de maçonnerie et des choses totalement artisanales. Des designers viennent nous aider pour essayer de développer des techniques très très simples qui pourront être réalisées in situ, et sur lesquelles ensuite viendront se greffer des architectures et des choses de cet ordre-là. C'est un projet qui se termine sur sa phase officielle en septembre, et donc dans cette programmation que l'on a, et vous pouvez imaginer dans ce lieu quand même assez désabusé, parce que on a fait toujours des promesses, c'est un lieu où énormément d'artistes, de designers et d'autres sont passés, ont fait des petits workshops et sont repartis. Je crois que l'avantage de ce projet, c'est qu'on a travaillé sur 2 ans, donc c'est un projet long, et qu'on a fait des choses à taille réelle, des choses visibles, des choses discutables, des choses qu'on a transformées en fonction des discussions qu'on a eues sur place. Alors, ça c'est presque un peu de la publicité, mais ce Civic City se poursuit. On a un nouveau programme qui va commencer au mois de décembre de cette année, sur la question du pouvoir mondial, puisqu'on est à Genève, on est rattaché à la aide, et que Genève est quand même, je trouve, une ville assez étrange. On a décidé d'analyser ce que sont ces organisations mondiales, ce qu'est cette réalité genevoise,
où se mélangent à la fois des organisations, des NGO, bien entendu le capital et bien d'autres formes d'organisation. Donc c'est une série de 10 séminaires qui vont traiter de différents aspects de ces organisations internationales. On arrive à peu près à le lire. Et qui sera une session beaucoup plus théorique que les exercices qu'on vous a montrés précédemment. C'est aussi un peu pour se reposer, parce que c'est vrai que ce genre de projet est excessivement lourd et il faut quasiment relancer l'énergie après ce genre de choses. Et donc c'est cette idée de peut-être travailler d'une manière un peu plus théorique. Alors on a commencé à faire un premier workshop de test avec Philippe Rekasevich. Je pense que vous connaissez, c'est le cartographe qui dirige l'Atlas du monde diplomatique. Donc une personne excessivement forte notamment dans la recherche des données. On voit bien que la cartographie, c'est vraiment basé sur ça. Où est-ce qu'on va trouver les données qu'on met ensuite en forme? Et donc ça, c'est un peu le résultat de cette cartographie. C'est comment arriver à rendre lisibles des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et par exemple, ça, c'est une sorte de répartition des organisations mondiales, donc de tout ce qui tourne autour de l'ONU, et d'essayer de comprendre où se situe quoi finalement, quels sont les pouvoirs, pourquoi certains organismes sont à Genève, pourquoi d'autres sont à New York, qu'est-ce qui est à New York, quelle est l'importance des éléments new-yorkais. Et on voit que à Genève, on a de loin le plus grand nombre d'organisations, mais par contre, c'est pas les organisations maîtresses, c'est pas le pouvoir le plus fort de l'ensemble de l'édifice. Un autre étudiant a essayé d'analyser à partir de l'aéroport et des jets privés, des transports privés partant de Genève, quels étaient finalement les liens entre Genève et d'autres villes du monde. Et bizarrement, c'est Londres qui est indéniablement le lien le plus fort. On peut se demander pourquoi. Un autre projet qui essaye de comprendre quel type d'NGO sont présentes à Genève. On a plus de 315 organisations internationales qui se sont installées. Ça, c'est une visualisation de la perception de la corruption des différents pays. C'est assez intéressant. C'est-à-dire quels pays sont perçus comme étant corrupts. Ouais, corrupt. Et c'est assez intéressant de voir à quel point la Suisse s'en sort finalement assez bien. Ça, je ne me rappelle plus. Oui, c'était par rapport aux sociétés qui s'étaient implantées les différentes années à Genève. Ou quand se sont implantés quels NGO à Genève. C'est un diagramme excessivement intéressant. C'est que la plupart des NGO se sont implantés à Genève entre 1995 et 2010, 2011. Et à chaque fois qu'il y a une cassure comme ça, historique, on sent qu'il y a une sorte d'amalgame qui s'effectue. Et puis on peut aussi du coup lire un peu la chronologie de ces NGO et de voir que c'est plutôt les NGO religieuses qui étaient les premières présentes et comment elles sont petit à petit remplacées par d'autres ou complétées par d'autres NGO. Alors cette question de rendre lisible des éléments qui ne le sont pas, c'est une chose qui m'intéresse énormément. Et là je vais passer
je dirais, de Civic City à un projet qu'on a développé dans le cadre de l'ENSAD. Moi, j'ai toujours dit que ce qui m'intéressait surtout dans l'enseignement que je fais à l'ENSAD, c'est ce lieu d'implantation absolument incroyable. On se trouve totalement au centre d'une concentration de savoir et d'université incomparable. Bon, une fois que vous avez dit ça, c'est pas si simple que ça, y compris de travailler avec les enseignants de Normal Sup qui partagent la cour avec nous. Et puis il y a une sorte, dans ce quartier, il y a une sorte de, je crois que c'est depuis 68, une sorte de malaise, une sorte de nostalgie, une sorte de croyance en que c'est du passé, que c'est pas, qu'aujourd'hui c'est pas, Donc on a essayé d'envisager le quartier latin comme un campus. Donc c'est ce qu'on appelle un manifeste cartographique, en essayant de prendre donc cette partie de la ville. Si on l'analyse, on s'aperçoit qu'on a plus de 200 établissements d'enseignement, tous repliés sur soi-même, hein, tous avec des gardiens à l'entrée et des interdictions pour les étudiants de l'école d'à côté d'y accéder. 170 000 étudiants. Si on commence à regarder les campus à travers le monde, c'est le plus grand campus mondial. Donc c'est le plus grand concentration d'étudiants à travers le monde. Mais on ne le dit pas, on ne sait pas. Cet éparpillement de ces établissements. Et puis, si on considère que c'est un campus absolument fantastique, c'est-à-dire avec 70 bibliothèques. Quel campus peut avec des librairies, avec des galeries, avec des centres culturels, avec des restaurants, encore avec une diversité incroyable. Donc, ce qui nous intéresse, un peu comme cette idée du prototype, c'est de se dire, est-ce que le design peut, par la visualisation, par le fait de rendre lisible des choses, peut contribuer à transformer des réalités et les rendre perceptibles, bien sûr. Bon, à partir de là, entre en jeu, bien entendu, la question graphique. Comment rendre lisible cette quantité? Si on prend le Grand Paris, c'est absolument clair qu'il y a une vraie concentration à ce niveau-là. Si on se replie sur Paris, c'est encore plus indéniable. La cartographie de ces établissements permet, d'une certaine manière, de définir le périmètre de ce campus. Donc on peut très bien se dire, le campus part d'ici et va à peu près jusqu'à l'université de Jussieu. Et bien entendu, comprend un nombre assez incroyable d'écoles du plus haut prestige. Si on commençait à se dire tous ces établissements ont une même carte d'étudiants et tous les étudiants de ce quartier ont le droit d'accéder au moins aux conférences publiques des établissements d'à côté, on aurait une sorte de révolution interdisciplinaire qui pourrait se mettre en œuvre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne rentrez pas à la Sorbonne. Vous rentrez pas. Il faut sacrément montrer patte blanche. Même comme enseignant de l'ENSAD, on ne rentre pas à la Sorbonne. Bon, ensuite la densité. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que si on compare le campus du quartier latin avec ses 170 000 étudiants au grand campus connus à travers le monde, on voit que les surfaces sont à peu près équivalentes. Donc on n'est pas dans une surface plus étendue que les autres campus. C'est assez important pour dire c'est un campus. Par contre, on est dans un nombre d'étudiants incomparable par rapport aux autres. Ensuite, ça c'est un petit travail sur les presses et les IDEX, c'est un peu administratif, mais c'est vrai que pour rentrer aujourd'hui dans la compétition internationale
des normes, de la classification de Shanghai, la France, sous Sarkozy, a décidé de regrouper des universités entre elles, mais ce regroupement ne s'est pas fait géographiquement, il s'est fait par, je ne sais pas trop, par à la fois, je pense, des complémentarités, des stratégies très, très bizarres. Ce qui fait que dans le campus du quartier latin, on a tous les IDEX et les presses qui sont présents. Donc, à nouveau, une nouvelle sorte de compétition entre ces différents sous-campus, sachant que chacun d'entre eux ont aussi des filiales ailleurs. Ce qui fait, bien entendu, une sorte de mixte de sigles, de réalités qui sont loin d'être positives. Là, c'est toujours facile de faire ça. Rassembler les logotypes des différentes institutions présentes sur le site. On voit bien que c'est du chacun pour soi. Et on voit bien aussi que, d'une certaine manière, pour tout un chacun, c'est absolument illisible. Donc, on a PSL, bon, déjà, bien entendu, ces raccourcis qui rendent un élément illisible. ParisTech, qui est donc un institut, Chimie ParisTech. Bon, bref, tout ça devient excessivement complexe et bon, je dirais que là on n'est pas hors, c'est pas une exception parce que c'est souvent le cas dans les campus. Si on regarde ce territoire à travers les emplacements de ces lieux d'enseignement, on s'aperçoit que c'est quand même une partie assez importante du territoire. Ça, c'est le travail qu'on va développer l'année prochaine, c'est de commencer à faire une cartographie du savoir, c'est de compléter cette géographie physique par une géographie des compétences présentes à travers le territoire. Et bien entendu, ce lieu a une grande histoire, puisque c'est quand même la montagne Sainte-Geneviève est quand même l'origine de l'université, ou une des origines de l'université. La quantité des établissements, toute l'histoire de ces établissements, je passe vite, c'est pas la peine qu'on s'y attende, vous le connaissez. Et si on rassemble tout ça en un quartier, si on regroupait, ça constitue quand même une partie assez considérable du quartier latin. Et encore, là, on n'a pas mis les parcs, alors qu'un campus d'habitude comprend un certain nombre de parcs. Alors, on peut, bien entendu, à partir de ça, faire la liste de tous les prix Nobel que ce campus peut compter, de tous les prix qu'il a, etc. C'est indéniablement des campus aussi les plus qualifiés. Sauf qu'il ne le reconnaît pas, puisqu'il ne se reconnaît pas en tant que campus. Bon, petite analyse des équivalents, travail à nouveau sur ces plans. Puis cette question des bibliothèques qui est assez incroyable. Ça, c'est la répartition des bibliothèques dans ce quartier. Et des bibliothèques également difficilement accessibles par d'autres disciplines que celles de l'établissement. Alors que c'est d'illustres bibliothèques. Et bien entendu, un énorme foisonnement de librairies. C'est la plus grande concentration de librairies françaises, au moins. Même si, bien entendu, aujourd'hui, on est plutôt dans une réduction. Mais on a encore 124 librairies dans le quartier. C'est pas mal, ça reste pas mal. Bien entendu, aujourd'hui, c'est un peu chassé par d'autres types de magasins. Bon, et ensuite, des centres culturels, des musées, des cinémas, c'est clair. Des galeries. Des modes de circulation assez incroyables. Et puis des espaces verts, et tout ça
la cartographie nous permet de le rendre lisible, de rendre lisible la qualité de ce lieu. Alors tout ça, on est allé le présenter bien entendu à la ville de Paris, on l'a présenté à différentes personnes. Je dirais que le verre est dans la pomme. La pomme n'est pas encore pourrie, mais je pense qu'on a pas mal avancé dans ce processus qui est ce type de processus quand même. Et c'est pour ça que je pense, pour revenir à cette question d'urgence, c'est que moi je trouve qu'on est face à une société qui pourrait faire tellement mieux que ce qu'elle fait. Tout est là, il y a souvent qu'à redessiner les liens, rendre possible des choses, qualifier des choses existantes, s'occuper un peu de ces choses-là. Et je pense qu'on a un vrai, et ça c'est pour moi un propos un peu politique, il y a urgence à ce niveau-là. Il y a urgence dans une sorte de modestie et de dépassement de la modernité dans le sens de considérer que ce qui existe n'est pas valable et qu'il faut le transformer. Il faut arracher et faire autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens et c'est peut-être une grande chance. Donc, il va falloir qu'on couse et qu'on travaille avec peut-être plus d'intelligence. Et je vois un vrai rôle du design aujourd'hui dans cette mise en lisibilité, ce design d'une certaine manière de ce réseautage, de ces petits chantiers, de ces possibles présents dans notre territoire. J'avais promis de présenter aussi 2 livres. Je ne vais pas présenter le livre sur la paix parce qu'on l'a déjà pas mal présenté. Mais c'est vrai que ce livre sur la paix est le résultat d'un travail aussi de recherche, d'un institut de recherche qui malheureusement a été fermé à Zurich pour des raisons politiques, justement parce que l'urgence marchande a dominé l'urgence de ce type de design. Un certain nombre de personnes ont considéré que le design n'avait pas à s'occuper de paix, toutes ces choses sociales. Donc ils ont fermé l'institut, ils l'ont remplacé par un nouvel institut, donc ça c'est l'école de Zurich, qui aujourd'hui est dirigée par une personne qui auparavant a dirigé ou est peut-être encore le président du Swiss Banking Design. Ça dit tout, quoi. Ça dit qu'il y a vraiment 2 chemins qui sont en train de se profiler sur qu'est-ce qu'on fait de cette compétence que nous avons en tant que designer, de ce savoir-faire, de ce que qu'est-ce qu'on en fait, comment la société veut l'utiliser. Je pense que malheureusement, il n'y a pas une conscience beaucoup plus importante à gauche qu'à droite. Quand on entend certains ministres actuels, on a bien l'impression qu'ils ont été formés au marketing exactement de la même manière que leurs précédents. Et c'est un peu le sujet de ce prochain ouvrage qui va sortir en septembre chez Lars Müller, où on a essayé de travailler un peu sur la question de la représentation territoriale, sachant que cette notion de branding est en train de rentrer en force dans toutes les communautés publiques et que, d'après moi, elle met fortement en danger, y compris la démocratie, parce qu'elle est contradictoire à ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire l'acceptance de la différence dans un même territoire. Donc, ce projet est un projet très politique. Je pense qu'on va être fortement soit ignoré, ce qui est probable, soit critiqué. Je passe peut-être rapidement en revue le chapitre sur lequel j'ai travaillé
personnellement, qui constate l'absence de ce drapeau de la planète on a quand même de plus en plus l'impression que la planète nous concerne, que dans son autre extrême, le quartier nous concerne, mais que c'est peut-être les deux territoires qui ne sont pas représentés dans ces formes habituelles de représentation que peuvent être les drapeaux, les logotypes, les emblèmes et ces choses-là. Donc on a une sorte de non-lisibilité dans les deux extrêmes et puis de surreprésentation, notamment autour de la question de la nation. Je suis parti de l'hypothèse ou de considérer qu'une personne saine, disons démocratiquement saine, est une personne qui porte en elle différentes identités et arrive à gérer à la fois le fait qu'elle soit française, qu'elle soit parisienne, qu'elle soit d'origine marseillaise ou d'origine de telle région, qu'elle habite tel quartier dans la ville, donc qu'elle appartient à telle région, etc., etc. Donc ce système assez complexe qui nous fait aller de la planète à notre immeuble, je dirais, et que la maladie s'exprime à partir du moment où il y a surévaluation d'un des éléments par rapport aux autres. Alors ça peut être... j'appelle ça maladie, hein, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ça peut être une région, ça peut être une nation, mais quand tout d'un coup un truc domine et écrase complètement la vision des autres identités, on peut considérer que la personne commence à être déséquilibrée par rapport au système démocratique. J'exprime ça comme ça. Hein. Après, on a une question assez intéressante, c'est quand même la question de la représentation. Et c'est vrai que le système est sans aucune nostalgie par rapport à ce système d'emblème, mais c'est vrai que le système d'emblème permettait une sorte de lisibilité d'un territoire, où par exemple on savait que l'Aquitaine, étant donné qu'elle porte un léopard a dû être envahi par un roi d'Angleterre et qu'on retrouve ce même signe dans différentes régions de France qui toutes ont été d'une certaine manière en relation avec cette royauté anglaise et que il y a un lien indéniable entre régions, entre départements et entre différentes communes. Mais que aussi, à l'intérieur de cet amalgame de communes, on arrive à se dire, tiens, celui-là, a priori, il doit être au bord de la mer, et celui-là est à côté d'une rivière. Bref, on arrive d'une certaine manière à lire cette chose-là. Et je mets en doute le fait qu'on arrive à lire son équivalent au niveau de la production de logotypes contemporains. Voilà, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Hein, c'est assez intéressant. J'ai fait une analyse très, très poussée des régions d'Europe. Et c'est vrai qu'on a quand même une particularité et qu'on peut dire que le mode d'expression est proportionnellement ou inversement proportionnellement olé olé que la responsabilité ou la longueur de l'histoire de cette responsabilité est présente. Et que, par exemple, des Land allemands qui ont une grande responsabilité quand même dans la structure du pays ont une signature beaucoup plus modeste ou, disons, incarnée dans le rôle qu'ils ont à jouer que certaines de ces sigles que nous connaissons. D'ailleurs, si on commence à mettre en lisibilité cette relation entre les emblèmes et les logotypes, on a différentes attitudes. On a à la fois un certain nombre de régions ou d'autres de départements qui conservent l'emblème comme logotype. Et puis, bien entendu, on a
y compris, et ça c'est assez intéressant, des revisites d'emblèmes en fonction de logotypes, des inspirations de l'un à l'autre, c'est-à-dire des endroits où on sent la relation, et puis jusqu'à des éléments où, bien entendu, on est totalement hors de tout contexte et hors de toute approche, avec parfois des temporalités de signes, des durabilités de signes qui semblent quand même assez douteuses. Alors, par exemple, ce qui est assez intéressant pour l'Aquitaine, donc on a bien vu cette histoire rouge. Je reviens rapidement dans ce rouge du sud de la France, qui est très très marqué, et que l'on retrouve dans les régions du nord de l'Espagne. Il a été traduit en logotype par un vert et un bleu. Et un A. Bon, etc. etc. Après, c'est vrai que je fais toujours un livre. J'ai remarqué que je faisais toujours un livre quand je quittais un pays. Et là, j'ai passé 7 ans intensifs en Suisse et le livre que j'avais écrit quand j'ai quitté Leipzig, c'était La loi et ses conséquences visuelles. Et c'était fortement marqué par cette approche de la loi alémanique, hein, cette chose que l'on manie complètement différemment. Nous, Français, on s'en fout de la loi. Hein, on ne se préoccupe pas de la loi. Il n'y a pas de combat pour la loi. Il y a peut-être la loi de l'avortement qui a été une loi où on s'est vraiment, vraiment battu, mais il y a vraiment peu de lois parce qu'on sait très bien qu'après, il y aura des exceptions, qu'il y aura des choses comme ça. En Allemagne, une loi, il n'y a pas d'exception, donc on se bat pour ça. C'est important, quoi. On sait que ça aura des véritables conséquences. Donc il y a une sorte de complète... Bon, ça m'a inspiré pour ce livre sur la loi et sur les conséquences visuelles. Et c'est vrai que la blessure, peut-être, que je ramène de Suisse, c'est peut-être le Brand suisse. Ce moment où la Suisse a décidé de changer de représentation. La représentation de la Suisse, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était ça. Et partout. C'est-à-dire c'était toujours un pays avec un drapeau dont la force ou la grosseur n'était pas supérieure à la grosseur de la représentation de la diversité, donc des différents cantons du pays. Ça, c'était, je dirais, l'usage. C'est comme ça que jusqu'à, je pense, début des années 90, on s'est représenté. Et puis, sous différentes influences, a commencé, et des stratégies bien soutenues quand même, dont votre organisme fait partie, hein, Présence Suisse, les centres culturels, etc., qui consiste à dire comment représenter la Suisse à l'étranger, comment valoriser la Suisse. On est passé, d'après moi, d'un territoire que l'on admirait à cause de sa diversité, à cause de ses 4 langues, à cause de cette capacité de gérer la différence, et je dirais que ces 700 ans d'histoire suisse, elle est basée sur ça, à un truc obsessionnel qui est basé autour de cette croix. Voilà, et qui, d'une certaine manière, a été... C'est les années 2000, je pense que c'est déjà un tout petit peu, j'espère, c'est un tout petit peu dépassé aujourd'hui, mais c'est les années 2000 de la Suisse. Avec des choses assez dangereuses dont vous avez entendu passer, mais que j'essaye d'analyser peut-être d'une manière un peu plus poussée. C'est toujours intéressant de savoir
Bon, ça se justifie quand on a la botte italienne, puisque c'est visible à la fois depuis la Lune et sur chacune des cartes, mais c'est vrai que le périmètre de la Suisse, c'est quand même un périmètre totalement artificiel, dessiné à coups de carte, mais qu'on ne peut pas lire dans un paysage. Somme toute, il participe de l'iconographie qui représente le pays, comme bien d'autres éléments. Ce que j'ai remarqué, constaté, c'est une sorte de basculement horizontal. Et ça, c'est très dangereux, je pense. Et ça devient la Terre. Ça devient... Et bizarrement, je l'ai retrouvé très fortement dans les images de propagande fasciste de l'UDC. Cette iconographie que l'on connaît bien de la propagande hitlérienne et mussolinienne, cette idée de territoire, de se dire c'est un signe que l'on écrase, par exemple, ou que l'on mange, et vous voyez, à chaque fois, c'est basculé horizontalement. C'est assez intéressant. Bon, juste dans petit aparté, le réel drapeau suisse, c'est ça, en fait. C'est le drapeau qui a été décidé en 1798 et qui a flotté jusqu'en 1803, donc pas très longtemps finalement, mais comme il y a deux siècles, ça paraît long, mais qui était le premier drapeau de la fédération. Ensuite, il est assez intéressant d'essayer de se dire, ok, on a ce drapeau, on a par exemple déjà une compagnie d'aviation qui donc a fait faillite, puis a été suissaire, puis a été renommée encore plus suisse, donc ça a été nommé Suisse, mais qui a été racheté par les Allemands. Donc on a une compagnie allemande qui exprime totalement le patriotisme suisse. Et on a bien entendu énormément d'entreprises qui aujourd'hui revendiquent cette suissitude, qui la martèlent, qui l'exclament très fortement. Je dirais que, en effet, je pense que c'est vraiment un paysage des années 2000. Peut-être qu'il est un peu dépassé aujourd'hui. Je crois qu'il y a déjà lassitude par rapport à ça. Mais ce qu'on voit bien, c'est que l'État a d'une certaine manière une difficulté d'expression dans sa représentation, puisqu'elle est exactement identique à des choses qui n'ont bien entendu rien à voir avec l'État, des passeports qui appartiennent à des sociétés de fabrication de bouteilles ou des sacs à dos qui se vendent sur le marché. Qu'est-ce que c'est que cette représentation-là? Qu'est-ce que c'est que cette image? Alors, quand on gratte un tout petit peu, on s'aperçoit que tout ça, c'est bien entendu fortement brandé, c'est normé, c'est défini. Il y a eu un de nos collègues graphistes, Christian Jacquet, qui avait fait une analyse sur la non-cohérence de l'image des institutions suisses, et qui, du coup, est arrivé à convaincre les politiques de normer complètement toutes ces choses-là sous de mêmes signes. Moi, je trouve que c'est des modes de distanciation très forts du politique par rapport à ces institutions. Alors, c'est bien entendu renforcé encore par le fait que la Suisse cultive très fortement les diminutifs, mais en plus les traduit. Donc la compagnie de chemin de fer suisse, CFF, CSBB dans la Suisse alémanique. Donc il faut vraiment avoir les codes pour savoir accéder en fait à ce pouvoir central.
Alors c'est une image, je ne devrais pas la montrer ici parce que c'est un peu provocatif, mais je me suis posé la question de finalement qu'est-ce que c'est que cet environnement sémiotique d'un enfant aujourd'hui en Suisse. Est-ce qu'il est vraiment fortement différent de celui d'un jeune chinois dans les années 70 Alors c'est provocatif, mais c'est peut-être pas si faux que ça. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est comment font les entreprises étrangères face à ce nationalisme, face à cette revendication des produits suisses. Ben, ils se débrouillent pas mal. Par exemple, BMW a fait une grande campagne Swiss Advantage et où il montre bien cette relation entre Made in Germany, Made in Switzerland. Et puis McDonald's s'en sort pas si mal que ça non plus. Bon, donc c'est vraiment et je pense qu'il y a l'OCDE est parvenu à supprimer les frontières entre les pays en matière économique. Mais je pense qu'il y a de nouvelles frontières qui relèvent du signe, qui ont aujourd'hui complètement remplacé ces frontières douanières. Et c'est des questions de valeur, c'est des questions est-ce qu'on achète des dattes algériennes Qu'est-ce que ça veut dire quand on achète un produit suisse ça doit fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ces représentations et il fait pas bon d'être uruguayen ou industriel ivoirien pour exporter dans ce contexte où la représentation de la nation est totalement au centre de... Voilà, tout ça c'est très intéressant. Là c'est une petite collection à la fois de drapeaux qui ne sont pas encore montés ou qui sont montés mais pas dans des lieux officiels. Donc c'est à la fois le drapeau d'une partie de la communauté rom ou le drapeau québécois bien sûr. Qui ne sont pas encore nations. Là, je suis dans le chapitre nations. Hein. Mais c'est très intéressant, bien entendu, aussi de voir comment les différents comics ont représenté ces questions de nations, que ce soit Tintin, que ce soit d'autres, comment la nation est représentée dans la science-fiction, d'une certaine manière. Et ça, c'est un petit amusement aussi, c'est de commencer à classifier les drapeaux du monde, non pas d'après le système habituel, mais d'après des typologies. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses assez intéressantes, des regroupements qui disent quand même un peu d'histoire, qui disent des pays, avec la belle exception du Népal. Voilà. Ensuite, il y a toute cette question de la relation entre le drapeau, donc le signe, je dirais, officiel, et sa gouvernance, et la question touristique. C'est comment se représente un pays à travers son gouvernement et puis sa marque touristique. Et c'est là où, bien entendu, souvent il y a un désastre assez important. Pas toujours d'ailleurs, hein. Il y a des pays qui se tiennent très bien par rapport à ce genre de choses. Voilà, la France. Bon, bref, je me suis beaucoup amusé à faire toute cette recherche. Mais en final, ce qui m'intéresse, c'est maintenant comment on arrive à mettre en relation, comment on pourrait commencer à constituer
cette échelle, et de se dire finalement la région Aquitaine, elle est en France et elle est en Europe, et il faut bien dire qu'elle est en Europe. C'est bien ce lien entre le tout petit et le très grand qui intéresse. Et est-ce qu'on arrive à s'accorder sur peut-être un certain nombre de systèmes qui permettent de dire la région Aquitaine c'est ça, qui permettent de dire elle participe bien entendu de la France et de l'Europe. Est-ce qu'on a l'intelligence, là aussi, de s'accorder, ou est-ce qu'on est aussi bête que les entreprises qui se battent comme des chiffonniers en permanence? Est-ce que, justement, la dimension civique ne permettrait pas de dépasser un peu cette concurrence pour commencer à rentrer dans une sorte de sérénité des choses? Alors, quelle forme ça doit prendre, bien entendu, c'est à discuter, c'est ouvert, mais différentes possibilités sont en présence. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si une ou deux questions. Un grand merci. Ouais. Voilà, un grand merci à Rudy Bord pour cette conférence. Merci. Avant de vous inviter à un apéritif dans le hall et à l'extérieur, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Tout à fait derrière et tout à fait dehors, mais derrière aussi. Oui, je voulais vous demander, pour rebondir sur votre dernier propos, si la proposition de drapeau de Ramkoulas, je crois en code-barre, tenait pour vous une sorte de réponse à vos questions, un début de réponse ou pas? Ouais. Alors, oui, peut-être, mais en même temps, le danger du code barre, c'est on sait justement pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça peut être tout aussi bien publicitaire, culturel que public. Donc, on n'a pas encore cette capacité de se dire est-ce qu'il y a une forme de représentation publique qui disent nos pays, qui disent notre manière de fonctionner ensemble. Et qui disent bien entendu, moi je suis très proche d'Édouard Glissant et de personnes comme ça. Hein. Il ne s'agit pas de créer des nations pour des nations, il s'agit de créer des relations, des lieux de relations, des lieux où on s'entend. Comme la République l'avait défini avant la Seconde République. On oublie toujours que la Première République avait constitué son territoire tout le monde pouvait participer qui acceptait les lois de la République. Donc il n'y avait pas d'immigrés, il n'y avait pas de gens. La notion de nation n'était pas encore présente. En fait, elle est venue en fait dans la deuxième révolution. Et je crois que c'est assez fondamental de revenir, je crois, étant donné notre planète qui de toute façon est cosmopolite et qui heureusement est cosmopolite, d'essayer de penser cette relation internationale sur la base de contrats par rapport au lieu où on a envie d'être et non pas sur la base ce lieu-là m'appartient. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je ne peux que partager votre constat sur l'urgence qui était le début de votre propos. Je fais partie des gens qui ont fondé une association qui s'appelle la 27e région. Et voilà, nous, on essaye de faire ce boulot-là avec les régions. Je suis bien, je vous suis. Merci. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre le fait qu'il y ait cette urgence et la problématique de confier cette urgence à des étudiants? Nous, on s'interroge beaucoup sur le modèle économique, parce que évidemment, l'urgence énoncée par Arnaud Montebourg, c'est avant tout une urgence financière. Donc, comment est-ce que nous, designers, on est capable de prendre le contre-pied de cette... voilà, comment est-ce qu'on est capable de sortir des écoles pour se saisir vraiment de cette urgence? Moi, je revendique très fortement, au-delà de l'école, les instituts de recherche. J'ai eu la chance de faire l'expérience pendant 7 ans d'un institut de recherche et j'ai compris la pertinence, la force de cet instrument.
Et c'est pas pour rien qu'on évite d'en faire. C'est qu'on en a peur. Je crois que l'ENSAD a eu une expérience institut qui s'est arrêtée relativement vite. Il y a eu des expériences institut. Un institut, ça peut véritablement, en matière de recherche, développer parce que ça mélange justement enseignement, jeunes personnes qui ont fini leurs études mais qui sont encore, disons, dans des phases d'apprentissage et véritables chercheurs. Et je crois que là, on en est là, je pense, aujourd'hui en matière d'enseignement et de recherche en design. C'est comment passer à la troisième stade de formation, des doctorats et des choses comme ça. Mais je crois que la question des doctorats est pas tellement important. C'est vraiment comment constituer des forts lieux de recherche qui ont de l'autonomie, qui ont des moyens, parce qu'il faut des moyens. C'est pas des moyens énormes, hein, c'est pas un institut, ça veut pas toujours dire qu'on est 200 personnes. On le voit bien dans d'autres disciplines, mais c'est malgré tout une sorte de définition claire d'axe de recherche. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup réfléchi quand on m'a proposé à Zurich cet institut, et il me semblait absolument indispensable de ne pas l'appeler Institut de recherche en design, mais de définir un axe de recherche à l'intérieur de l'institut, donc de prendre position, comme vous le faites avec la 7e région, comme d'autres le font. Mais c'est arrêter de penser juste design. Le design, c'est rien. Ça peut être terrible, comme ça peut être très bien. C'est de se dire, on a un angle de recherche. Et donc, à Zurich, c'était la question de la contextualisation à travers Design to Context. Donc, ça a permis de regarder d'une certaine manière à la fois notre discipline, le design, à travers cette question de la contextualisation, mais de regarder aussi le développement du monde à travers ça. Aujourd'hui, on a pris la carte du civisme, pas dans le sens sarkozyste, il faut que vous soyez sage, mais dans le sens que le civisme ne peut se faire que quand il y a véritablement contrat, donc quand la République est exemplaire. Pardon ? Est-ce qu'elle l'est ? Non. C'est bien pour ça que c'est intéressant. Si elle l'était, on pourrait rentrer à la maison et aller se reposer. Mais non, elle l'est dangereusement pas. Elle l'est dangereusement pas, bien sûr. Mais en même temps, je trouve quand même, on oublie parfois un peu trop vite les choses. Elle l'est dangereusement pas, mais elle l'est tellement plus qu'il y a encore 5 ans. Et ça, il faut qu'on le dise quand même. Je pense que oui. D'autres questions dans la salle ? Encore un grand merci, Rudy, pour cette conférence. Merci. Et bienvenue à l'extérieur, où des livres sont d'ailleurs disponibles. Merci d'être venu.